La geomorfología, bueno, todo el mundo sabe lo que es. Ah, bueno, yo hablo en español. Bueno, me voy a intentar hablar en español y si no encuentro las palabras, lo hago en francés. Porque no sé muy bien el número de franceses y españoles que hay. ¿Vosotros lo sabéis? Es para saber si mejor. Quizá hay más españoles, pero también hay francés. 50-50. Hemos 50-50. Bueno, entonces, pero... Bueno, entonces me voy a hacer una diapositiva en español, otra en francés. No, Eso sí. bueno, entonces la geomorfología, como usted lo sabe, es el estudio de la morfología de informaciones, depósitos que componen un relieve. Y el objetivo de la geomorfología es reconstituir la génesis, la evolución del relieve y, y eso durante el tiempo geológico. Y la géomorphologie, elle questionne donc beaucoup les processus, les moteurs, les énergies, qu'elles soient hydrauliques, mécaniques, gravitaires, chimiques, qui vont participer à la sculpture, à la mise en place du relief. Et la géomorphologie, jusqu'il y a encore des temps, jusqu'on va dire encore une vingtaine d'années, était essentiellement utilisée pour faire des reconstitutions qu'on va appeler paléogéographiques. De plus en plus, il se trouve que l'approche géomorphologique est de plus en plus appliquée donc, à l'étude des sites archéologiques et surtout pour essayer de définir en fait quel est le contexte physique du site et en même temps pour essayer d'aborder le plus finement possible l'évolution durant les périodes de fréquentation et d'utilisation de ces sites. Et ça, c'est l'essence même de la géoarchéologie, qui est une science relativement nouvelle et qui prend un essor de plus en plus important dans les travaux en archéologie, mais également en géomorphologie. Beaucoup de géomorphologues aujourd'hui se tournent de plus en plus vers l'étude géoarchéologique. J'aimerais, durant cette session, développer deux déclinaisons de la géoarchéologie que j'ai appelée l'archéomorphologie, géomorphologie, puis l'anthropogéomorphologie. Alors pourquoi faire cette petite distinction avec la géoarchéologie? Tout simplement parce que pour moi, elles font complètement partie de ce qu'on appelle une approche intégrée des études des sites archéologiques et dans lequel on va se forcer, mais quand je dis se forcer, c'est pas se faire mal, c'est essayer d'avoir une démarche où on va avoir une attention à toujours croiser, à toujours recouper les résultats des analyses archéologiques et géomorphologiques, et ça pour proposer une histoire que j'ai appelée amplifiée, une histoire dans le sens où cette histoire, elle va bien au-delà, l'histoire qu'on va raconter sur le site archéologique, elle va bien au-delà de ce qui pourrait être la somme des données géomorphologiques d'un côté et des données archéologiques de l'autre. C'est ce que font généralement ce qu'on appelle des approches pluridisciplinaires, mais des approches archéogéomorphologiques et anthropogéomorphologiques, elles s'inscrivent complètement dans une approche qui est complètement interdisciplinaire. Et de mon point de vue, l'archéogéomorphologie et l'anthropogéomorphologie, finalement, est une démarche qui permet aussi d'intégrer l'homme, en fait, l'humain, dans les dimensions physiques. Et ça, c'est important. Et ça va être important dans le sens où ça va permettre d'intégrer, en fait, la place de l'homme dans sa perception des paysages passés, mais aussi dans cette transformation. Et ici, je parle de paysage de manière tout à fait sciemment, à la place du terme de relief. Parce que dès lors qu'on va parler de paysage, ça veut dire que
on a une dimension. Le paysage, c'est le relief dans lequel se promène l'homme, c'est le relief qui est transformé, modifié par l'homme, c'est l'environnement transformé par l'homme, et du coup, la dimension paysage a une accroche sociale, et c'est dans cette accroche sociale que s'inscrit l'archéogéomorphologie, l'anthropogéomorphologie. ¿Está bien el francés para los españoles, ¿no? Para entender? ¿O no, me parece? Sí, yo creo que sí. Además Sí. tienen el PowerPoint para leer, así que... Está perfecto. Ouais. Donc ici, j'aimerais aborder donc, ces deux questions au travers de deux exemples et eux-mêmes autour de deux questions. D'abord, au travers de l'exemple de la grotte Chauvet, c'est s'interroger quel était le paysage physique, hein, puisqu'on ne prend pas les dimensions ici biologiques, de la grotte, aussi bien dans son paysage souterrain que dans son paysage extérieur, au moment des occupations paléolithiques. Donc c'est le premier exemple que je voudrais ici traiter, et ensuite de comment on peut, par une approche cette fois-ci plutôt anthropogéomorphologique, restituer les actions humaines dans la construction d'un paysage dans lequel s'intègre l'art rupestre. Et là, ce sera l'exemple autour de l'exemple de Nawara Gabarno en Australie. La grotte Chauvet, bon, tout le monde la connaît, il y a eu déjà des webinars, je pense Catherine Ferrier qui avait présenté ses travaux en partie sur la grotte Chauvet. Donc cette grotte, elle est bien connue par vous tous, dans le sens que c'est une grotte où il y a de l'art pariétal, il est d'une très grande qualité esthétique, bon, c'est quelque chose qui est un art qui est relativement ancien, voilà, au niveau de 36 000 ans. C'est une grotte qui est aussi connue par ses différents usages, par ses installations anthropiques, par les traces, les extrêmement nombreuses traces qui sont restées encore marquées dans le paysage, et aussi par son état de conservation remarquable. Et puis c'est aussi une grotte qui présente une esthétique géomorphologique avec des formes extrêmement organiques, un petit peu comme vous voyez ici, sur la droite, et aussi qui a une esthétique assez importante par beaucoup de spéléothèmes, de concrétions qui sont dans le paysage. Mais ça, c'est le paysage tel qu'on le voit aujourd'hui. Et de ce fait-là, se pose la question de est-ce que le paysage qu'on voit aujourd'hui est le même que celui qu'ont connu les paléolithiques? Et puis, sinon, comment on peut reconstruire ce paysage qu'ont connu les gens, des hommes du paléolithique, des humains du paléolithique? Et en ce sens, l'approche géomorphologique, et j'allais dire notamment par son approche cartographique de très haute définition, spatiale, comme ici bon, le travail de Kim Genuit dans la vallée, dans les gorges de l'Ardèche, autour justement de la grotte Chauvet, mais également des cartes qui ont été produites par l'équipe scientifique de la grotte Chauvet et qui ont été présentées dans l'atlas de cette grotte. Cet outil, finalement, permet en fait de discriminer, de déterminer en fait les différents processus morphogéniques qui ont contribué à la construction des paysages actuels, permet également de travailler sur leur temporalité, notamment en mettant en avant une chronologie relative, et ça va être en travaillant à la fois sur les superpositions, sur les emboîtements entre les différentes formes, entre les formes et les dépôts, et entre les différents types de dépôts, et bien entendu là-dessus vient en plus les vestiges archéologiques, et puis permet par cette démarche finalement de pouvoir remonter le temps jusqu'à la période du Paléolithique, et à partir de ce travail aussi de pouvoir trouver les secteurs clés pour pouvoir à un moment donné poser des endroits où on va pouvoir faire des datations absolues, et quel que soit le type de datation absolue. Donc
je voudrais ici présenter plusieurs travaux qui ont été faits par des doctorants, maintenant des docteurs, qui ont travaillé à l'Université de Savoie, Mont-Blanc, et d'abord par celle de Benjamin Sadier, qui a beaucoup travaillé sur la grotte, et notamment au travers de la géomorphologie 3D, et qui a travaillé notamment sur la zone d'entrée de la grotte Chauvet, pour à la fois dater sa fermeture, et puis aussi pour reconstituer l'entrée de la grotte dans le paysage extérieur. Alors, aujourd'hui, quand on regarde le paysage extérieur de la grotte Chauvet, on constate que la grotte, aujourd'hui, donc ici nous avons donc l'ancien méandre, aujourd'hui abandonné, de l'Ardèche, avec aujourd'hui ici le passage de l'Ardèche qui va en direction donc de cette arche qu'on appelle le pont d'Arc. Et dans le paysage actuel, eh ben, j'ai mis un petit point pour situer la grotte, parce qu'aujourd'hui elle est invisible dans le paysage. On ne la voit pas à l'entrée. Et ça, bien entendu, bon, c'est lié à un facteur que vous connaissez, qui est effectivement, à un moment donné, l'effondrement d'un pan de l'escarpement qui est venu fermer donc l'entrée préhistorique. Donc ça, c'était des travaux de constat qui a été fait. Maintenant, il a fallu travailler un petit peu sur à la fois les boulis qui ferment la masse qui a fermé donc l'entrée, et puis également sur l'effondrement. Et c'est là que intervient le travail qui a été fait par Benjamin Sadier, qui a été de travailler sur cette niche ici d'effondrement qui est tombée, et qui a donc fermé la grotte qui se situait en dessous. Donc pour ça, il y a eu des prélèvements qui ont été faits, des prélèvements cosmogéniques qui ont été faits sur la falaise, sur l'escarpement, comme vous le voyez ici. Et puis il y a eu un certain nombre donc de résultats qui ont montré qu'on a 3 événements qui ont fermé donc la grotte il y a environ 29 000 ans, autour de 23 000 ans et autour de 21 000 ans. Et donc finalement ce travail a permis de distinguer finalement pas un événement, mais 3 événements géomorphologiques qui ont contribué en fait à fermer la grotte à différents espaces. Et comme on pouvait, comme on connaissait les volumes de chacune de ces écailles qui sont tombées, eh ben on a pu les resituer à la base donc de l'entrée, et progressivement de pouvoir mesurer l'importance, plus ou moins importance donc de l'entrée de la grotte au cours du temps, jusque 21 000 ans, où là complètement la grotte est fermée. Le travail qui a été fait par Benjamin a été aussi de retravailler sur le modèle 3D et sur des supports et des connaissances géomorphologiques. Et grâce à ça, il a pu reconstituer la paléomorphologie de l'entrée de la grotte Chauvet, de la remettre dans le paysage tel qu'il était à l'époque donc du paléolithique, c'est-à-dire qu'une végétation qui est beaucoup plus stépique ou de pins sylvestres. Et vous voyez que la grotte est un élément majeur du paysage de la Côte d'Arc par rapport au paysage actuel. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants sur lesquels je reviendrai. Autre travail, c'est le travail ici donc, de thèse de Kim Genuit, qui lui a travaillé sur justement le pont d'Arc, entre autres, et l'idée c'était de savoir ce pont d'Arc qui est aujourd'hui un élément majeur dans le paysage actuel, puisqu'il y a pratiquement 1 million de visiteurs qui passent chaque année voir donc le site du pont d'Arc. Est-ce que ce paysage, qui est aujourd'hui extrêmement caractéristique, existait il y a 36 000 ans? Et si oui, à partir de quand il s'est mis en place et quelle était vraiment sa morphologie, puisque cette arche a évolué au cours du temps. Donc pour répondre à cette question, Kim Genuit donc a fait un travail de géomorphologie sur donc la vallée de l'Ardèche, où il a distingué plusieurs niveaux de terrasses alluviales et qui a permis comme ça de pouvoir resituer ces niveaux dans le paysage aujourd'hui de la Côte d'Arc, là où s'ouvre la grotte Chauvet. Et pour aller plus loin dans ce travail de surface, de géomorphologie, il a fait un certain nombre de profils géophysiques qui permettaient aussi de revoir quelles étaient en fait la profondeur de cet ancien tracé de l'Ardèche,
qui était parcouru par la rivière avant que la rivière recoupe donc le pédoncule ici sous forme donc de l'arche naturelle. Ce travail réalisé donc par Kim a permis de distinguer un certain nombre de terrasses alluviales, la plus ancienne étant le T3 à plus 30 mètres par rapport au niveau actuel de l'Ardèche. Et grâce à ce travail et à des datations qui ont été faites par ESR sur les dépôts alluviaux, a pu mettre en avant que l'Arche a commencé à se mettre en place, à se créer il y a environ 124 000 ans. Et c'est autour de 124 000 ans que l'Ardèche commence à s'écouler donc par le pont d'Arc. Donc ça veut dire que effectivement les paléolithiques qui, il y a 36 000 ans, allaient dans la grotte Chauvet qu'on voit ici, ont connu donc l'Arche telle qu'on la connaît aujourd'hui, même si elle était de facture un peu différente de l'actuelle. Donc en fait, ces deux travaux de géomorphologie à l'extérieur finalement permettent de préciser le paysage physique dans lequel se trouve la grotte. Et je trouve, de mon point de vue, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça va permettre de replacer la grotte par des critères géomorphologiques dans le territoire des paléolithiques de l'époque et qu'on va pouvoir ensuite, un territoire qui est lui-même plutôt défini sur des approches plutôt sociales et archéologiques, à partir donc, bien entendu, de données archéologiques comme d'où viennent les matières colorantes, d'où vient le matérialitique, etc. etc. Donc, ici, l'approche géomorphologique permet en fait de replacer un paysage dans un territoire et dans un territoire archéologique. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour réfléchir aux choix qui ont été faits à un moment donné d'aller dans telle cavité ou dans telle cavité. Et les travaux notamment de Ben Gunn en Australie sur la notion de complexe de sites montrent que généralement ces sites se situent dans des endroits qui sont assez remarquables d'un point de vue paysager. Donc alors cette démarche que nous avons présentée ici par les travaux de Benjamin Sadier et de Kim Genuit sur les paysages extérieurs de la grotte, on peut également les appliquer à l'intérieur de la cavité, et ça autour d'un certain nombre de questions archéologiques. Par exemple, la question de la pénétration de la lumière avant la fermeture de la grotte, ça c'est une question qui intéresse donc directement les archéologues, parce que ça permet peut-être de réfléchir sur le positionnement des différents panneaux, donc ici pariétaux, donc d'art rupestre, qui sont aussi exprimés en rouge sur la carte donc de la grotte, et de voir si ça fait le lien ou non avec des zones d'ombre, de pénombre ou plutôt d'obscurité. Donc ça, c'est des travaux qui sont encore en cours et qui ont été engagés notamment à travers de la géomorphologie 3D et des outils de modélisation virtuelle tels que réalisés ici par Kim Genuit. Autre question, c'est c'était quoi la grotte au moment des fréquentations paléolithiques? Ça, c'est la grotte aujourd'hui. C'est-à-dire, vous voyez, la grotte, elle est fermée, il y a un chaos ici, on a des blocs qui proviennent donc du chaos de blocs, de l'effondrement qui pénétrait dans la grotte. Et puis, quand on se promène dans la grotte, cette couleur rose correspond essentiellement à des grandes plages, en fait, de concrétionnement. Et le travail géomorphologique qui a été mené dans la cavité a permis de distinguer au moins 5 grandes générations de concrétionnement. Et ici, elles ont été rassemblées en 2 générations pour la démonstration. Les anciennes calcites qui sont antérieures donc aux occupations humaines, donc c'est ce rose clair, et le rose qui est un peu plus foncé correspond à la calcite qui est postérieure donc aux occupations. Là, je me rends compte que sur la légende, ça a été un petit peu, je me suis trompé. Quoi qu'il en soit, si du coup on peut retirer virtuellement, visuellement, cartographiquement les anciennes surfaces de
calcite récente, c'est-à-dire occupation et fréquentation humaine, et ben voilà quel était le paysage en fait de la grotte. Et ça, c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, la grotte, eh ben, elle est extrêmement, pardon, excusez-moi. Elle est extrêmement concrétionnée, et à partir de cette concrétion, on pourrait presque ici raisonner sur le fait qu'ici il y a des peintures, que ces peintures elles réfléchissent dans l'eau, donc peut-être avoir des cheminements, des arguments qui vont se développer, sauf que ces arguments, bah, si on remet ça dans l'histoire, dans la géographie de ce qu'était la grotte Chauvet, eh ben, ce n'était pas du tout le cas, parce qu'en fait, cette surface-là était avant une surface qui était complètement couverte d'argile et avec une certaine opacité. Donc tout ça est important pour remettre en fait le paysage comme il était. Maintenant, autre exemple, on va s'intéresser à ce secteur qui est ici, qu'on appelle donc la galerie du cactus, qui est une galerie en cul-de-sac. Et là aussi, avec la cartographie géomorphologique, plus on a pu mettre en évidence, vous voyez, différentes couleurs, donc qui correspondent à différentes périodes, etc., donc de processus géomorphologiques. Et pourquoi s'intéresser particulièrement à cette galerie? Ben, tout simplement parce que cette galerie, je veux dire, elle est juste après cette grande salle qu'on appelle la salle des Bauges, dans laquelle donc, il y a énormément de traces laissées par les ours. Et juste à l'arrière, eh ben, nous avons là des très belles représentations d'ours qui se situent dans ce secteur-là. Ça fait partie des grandes et belles représentations d'ursinés dans la grotte Chauvet. Mais aujourd'hui, quand on vient de cette salle et qu'on va en direction de la grotte Chauvet, on est en fait, le paysage est barré aujourd'hui par beaucoup de grosses colonnes stalagmitiques, hein, qui sont représentées ici sur la cartographie. Et donc, on pourrait imaginer que finalement, les dessins, ils ont été dessinés dans un secteur finalement qui était un peu caché, un peu en dehors en fait du cheminement de la grotte. Alors, c'est là où intervient tout l'intérêt de l'approche géomorphologique, c'est que là, en distinguant les différentes générations, eh ben, on se rend compte que ce qui correspond aujourd'hui à toutes ces concrétions qui aujourd'hui barrent le paysage, eh ben, ce sont essentiellement des concrétions de type Holocène. Donc ça veut dire que globalement, au Paléolithique, on devait avoir un paysage, alors peut-être pas exactement celui-là, mais plus relativement donc exempt donc de concrétion. En fait, dans les faits, il y avait quand même des concrétions qui allaient jusque cette hauteur-là, mais le paysage, il était en fait tout autre, et donc c'est pas un bout du monde, c'est pas un espace caché, c'est un espace en fait qui est un espace qui était complètement intégré au reste de la cavité. Autre exemple qui va être ici, cette fois-ci, donc toujours dans le même secteur. Nous avons ici une structure anthropique. Vous voyez tous ces blocs qui sont ici en cercle et qui sont donc au centre duquel nous avons ces concrétions. Et on pourrait raisonner que cette structure, elle aurait pu être mise en place autour de ce concrétionnement-là. Or, cette concrétion est elle aussi complètement holocène, sur des critères, même si ça peut être daté, sur des critères d'approximation qu'on voit sur la cavité et sur d'autres concrétions qui ont été datées. Et donc, en fait, la structure anthropique, eh ben, elle s'est constituée dans cet environnement-là et sans la présence donc, de la concrétion. Donc, tout ça est extrêmement important pour replacer le paysage tel qu'il était au moment des fréquentations. Dernier exemple, au travers donc, de l'étude de la grotte Chauvet, c'était le travail qui a été fait sur les structures anthropiques. Ici, vous avez une structure de blocs accumulés dans ce secteur-là, composée d'une douzaine de blocs. Le modèle 3D a permis de travailler dessus, de pouvoir travailler sur les emboîtements, et à partir de là, de pouvoir vraiment réfléchir sur ce que pouvait être la nature, en fait, des processus qui ont contribué à la mise en place donc, de cette structure. Donc on arrive comme ça à décomposer la part des processus naturels, la place des processus anthropiques, et au-delà de ça, le travail, donc on va dire plutôt de type pétrographique et des formes des différents blocs qu'on a retrouvés dans cette structure permet aussi de retrouver leur provenance
dans la cavité, et donc de montrer qu'il y a eu donc effectivement des déplacements de matière dans ce secteur-là, puisque en fait tous les blocs ont été apportés, il n'y a aucun bloc qui provient du plafond. Donc là, on touche vraiment, par cette approche géomorphologique, vraiment les gestes humains. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter, d'abord sur l'exemple donc de la grotte Chauvet, et maintenant donc et un peu des apports de cette approche donc archéogéomorphologique au travers de questions archéologiques, bien entendu. On part toujours de questions archéologiques et ici autour de l'art pariétal. Je voudrais prendre maintenant un autre exemple qui est le site de Nawala Government, donc en Australie, où là l'idée c'est de réfléchir un petit peu à la contribution que peut avoir une approche de type anthropo-géomorphologique. Donc c'est toujours de croiser les approches des données de la géomorphologie avec les données de l'archéologie, mais ici pour étudier donc ce site, donc, qui est un site majeur en Australie. Voilà à quoi ressemble le site de Nawala Government. C'est un site constitué par de vastes plafonds, soutenus par, vous voyez ici, par des systèmes de piliers sur lesquels on retrouve donc de l'art pariétal. Et c'est surtout, en fait, il est surtout connu, le site de Nawala Government, pour ces très très grandes fresques qui se développent sur ces grands plafonds plans où nous avons là une multitude de superpositions de peintures, jusque des peintures relativement récentes, parce que c'est un site qui était encore utilisé à la fin, au début du XXe siècle. Donc c'est vraiment un site majeur, hein, je veux dire, c'est le site sur lequel il y a le plus de peintures, d'entités graphiques sur les sites australiens. Et puis c'est un site qui est extrêmement important, puisque vous voyez, il se situe ici en terre d'Arnhem. Voilà, Nawala Government se situe donc ici, et il se situe donc effectivement au nord de l'Australie. Et comme vous le savez, c'est par ce qu'on appelait le Saoul, donc en fait cette plateforme continentale qui reliait l'Australie à la Nouvelle-Guinée au moment donc des épisodes froids quaternaires. C'est par là que sont arrivés donc les premiers Homo sapiens, il y a environ 60 000 ans, donc dans ce secteur de l'Australie. Donc c'est pour ça que ce site est extrêmement important dans la connaissance, je veux dire, de l'arrivée, donc pour caler donc l'arrivée de l'homme, de l'Homo sapiens sur le continent australien, avec bien entendu tous les autres sites que vous avez ici. Les objectifs du travail qui ont été menés sur le site de Nawala Government, ils étaient, on va dire, de trois natures, pas trois natures différentes, mais au travers de trois objectifs qu'on va voir qui étaient extrêmement croisés et qui ont été essentiels en fait dans le raisonnement anthropo-géomorphologique. Le premier, c'était effectivement d'essayer donc de dater, de donner un âge sur les occupations humaines et les modalités en fait de ces fréquentations humaines. Et ce travail qui a été fait essentiellement au niveau donc des fouilles archéologiques, donc il y a environ donc une quinzaine de carrés de fouilles qui ont été ouverts dans le site de Nawala Government. Et ben ça a permis de montrer qu'on a dès environ 50 000 ans présence humaine dans le site de Nawala Government, avec des éléments de peinture qui remontent à environ une 30 000 ans, et puis un certain nombre croisés avec des crayons d'ocre qui ont été trouvés à différentes profondeurs des carrés de fouilles. Donc ça, c'était un premier objectif. Le deuxième objectif, c'était là aussi de caler dans le temps ces grandes fresques qui sont donc au plafond, et essayer donc de caler ça avec l'environnement socio-culturel de ce secteur de l'Australie.
où vous voyez, vous avez ici ce qu'on appelle les grands barramundi, donc ces grands poissons, c'est pas grands poissons, mais ici, ce sont des grands poissons qui sont représentés sur les plafonds, mais qui correspondent effectivement à des plafonds qu'on va trouver plutôt en zone littorale, plutôt qu'ici à l'intérieur du plateau de Terre d'Arnhem, mais qui sont représentés et qui montrent effectivement des contacts avec donc, les populations littorales. Et je vous en reparlerai plus tard, mais vous voyez aussi ici dessiné, donc sous toutes ces couches d'informations, ici un cheval qui est dessiné ici et qui correspond en fait à, et on sait que le cheval n'existait pas en fait en Terre d'Arnhem avant environ 1850, c'est-à-dire qu'en fait lors d'une première expédition qui a été faite donc par un Allemand qui a traversé donc la Terre d'Arnhem avec des chevaux, et c'est la première fois que des chevaux passent en fait dans ce secteur de Terre d'Arnhem. Et enfin, troisième intérêt, c'était effectivement d'essayer de mieux comprendre la morphologie un peu particulière de ce site, sur laquelle je vais revenir, avec ses occupations, donc, que nous avons vu ici, et également la rupestre. Donc c'est essentiellement sur ce dernier volet que je vais ici vous parler. Ici, l'enjeu, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de comprendre l'architecture de cet espace, de ce lieu, et à partir de là, ensuite, de réfléchir à sa relation avec toutes les panneaux, les fresques qui sont au plafond et qui sont marqués ici par E3, E1, E2, etc. Tout ce travail étant fait par Bengel. Donc, en fait, ce qui nous paraissait important ici, c'était donc d'essayer de comprendre ce paysage qui est effectivement un paysage qui est extrêmement singulier, puisqu'il est à la fois un paysage de plein air, mais également un paysage souterrain, et qui interroge d'autant plus que nous sommes ici complètement dans un environnement géologique fait de quartzite, donc de roches qui sont extrêmement résistantes et pas du tout sensibles au travail de la dissolution et de création de villes. Donc ça, c'est déjà une première intégration qui est assez forte d'un point de vue géomorphologique. Et puis après, il y avait une autre interrogation, c'est que sur ce modèle 3D, on voit bien que ces plafonds, ce sont des plafonds extrêmement plans qui sont liés à des chutes de strates, donc qui sont tombées. Or, il se trouve qu'en surface, on a quelques strates, mais rien à voir avec toute la masse qui est tombée, donc depuis ici, ensuite ici, ensuite ici. Et aussi, lorsqu'on regarde les fouilles archéologiques, il y a très très peu en fait de fouilles dans l'ensemble des sondages qui ont été faits. Donc là, vraiment une question qui nous a beaucoup interpellés. Donc pour ça, de nouveau, nous avons utilisé toujours la même démarche, qui est effectivement d'abord l'approche de cartographie géomorphologique, parce que c'est elle qui va vraiment nous aider à poser en fait les différents éléments qui sont dans le paysage, de poser les éléments naturels, par exemple comme tous les piliers qu'on voit aujourd'hui, qui sont ici numérotés, de noter tout ce qui va être les gros écroulements qui se situent donc à l'extérieur du site, et aussi de noter des blocs qu'on a en surface et qui sont marqués ici en orange, parce qu'en fait, c'est tous des blocs qui ont été bougés par les hommes, parce qu'ils ne correspondent pas à leur positionnement par rapport au plafond. Donc ça nous a obligés à bien regarder, à distinguer dans le détail, en fait, tout ce qu'on observe dans le paysage. Et donc, effectivement, vous voyez ici donc, les fouilles archéologiques, vous voyez que de temps en temps, on a des blocs, mais dans la plupart des cas, on ne trouve pas de gros blocs dans les fouilles archéologiques. Et puis après, je reviendrai un petit peu sur le paysage extérieur qui se situe ici. Donc, le travail, c'était de se dire, mais bon, il y a eu beaucoup de... je ne veux pas être trop long, parce que le temps passe vite, mais on s'est surtout intéressé, en fait, à ces piliers et ces plafonds. Donc d'abord, on s'est intéressé aux piliers. Voilà, donc ces fameux piliers. Et donc, on essayait dans ces piliers, on a essayé de distinguer les différentes strates de quartzite qu'on pouvait distinguer. Ensuite, ces différentes strates de quartzite, elles ont été caractérisées par des lames minces et par des études, donc soit des éléments mineurs, soit des éléments majeurs. Et on voit que finalement, ils ont des signatures différentes. Et donc, ces signatures différentes, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir, à ce moment-là, pour chaque strate,
elle a une signature qui est différente de celle-ci, qui est différente de celle-là, et ainsi de suite. Et donc, de pouvoir comparer, en fait, ces signatures avec les blocs qu'on trouve au sol. Donc, c'est le travail qui a été fait, donc avec les blocs qu'on a trouvés dans les fouilles archéologiques, mais également sur le talus extérieur, et bien entendu dans le site. Et ce travail, donc, de type géologique sur les strates, ce travail géomorphologique sur la cartographie que je vous ai montré, et aussi sur l'archéologie, nous a permis de mettre en avant que finalement, que là où on a une richesse archéologique, cette richesse archéologique, elle se concentre dans cet espace où on trouve le moins de piliers. Vous voyez qu'ici, après, on a de plus en plus de piliers, c'est cette couleur qui est ici. Et là, on n'a presque plus de témoignages archéologiques, et idem de ce côté-là. Par contre, ici, au cœur du site, là où les espaces sont très ouverts, c'est là que se concentre le maximum de vestiges, d'informations archéologiques, et bien entendu, de rock art. Donc, pour aller plus loin, nous avons fait, en fait, une cartographie du sol et une cartographie donc du plafond pour essayer de voir s'il y a des correspondances. Et donc ici, en rouge, vous avez les piliers. Donc tous les piliers ici, vus depuis le sol, et puis après, ici, vus en regardant le plafond. Et en faisant cette cartographie du plafond, on s'est rendu compte qu'on avait au plafond la présence, en fait, d'anciennes traces de piliers, mais dont on ne retrouve pas forcément, dont le pilier a disparu en fait dans le paysage. Et donc ça nous a beaucoup interrogé, et c'est un petit peu donc toutes les traces de piliers au plafond, c'est ce que j'ai représenté ici en jaune. Donc vous voyez, il y en a déjà pas mal de témoins d'anciens piliers, mais qu'on ne retrouve plus dans le paysage qui est ouvert. Donc là, donc, nous avons continué un petit peu notre travail en nous interrogeant un petit peu sur l'organisation de ces piliers qui existent aujourd'hui, avec les traces qu'on retrouve au plafond, ici en jaune, et on voit que finalement ces piliers correspondent plus ou moins à des intersections entre deux axes de fracture, en noir et en rouge. Et tout ça, et on voit que ça marche très 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 bien dès lors qu'on va voir, on va aller dans un secteur où il y a plein de piliers. Par contre, au milieu, tous ces éléments noirs que vous avez, ce sont des piliers qui devraient exister d'un point de vue géologique et d'un point de vue géomorphologique, et qui aujourd'hui manquent. Donc la question, c'est de savoir où sont passés ces piliers. Et donc, pour ça, nous avons travaillé sur un secteur, qui est ce secteur ici. Alors pourquoi avoir travaillé ce secteur-là plutôt que sur celui-là? Celui-là, on a fait le constat, mais comme il n'y a plus de piliers, on ne pouvait pas avancer dans la réflexion. Par contre, dans ce secteur-là, nous avions des piliers, comme ici le pilier 1 et puis le pilier qui est ici, et puis nous avions aussi au sol d'anciens éléments de piliers qu'on va retrouver à plusieurs endroits, alors qu'on ne retrouve pas du tout ces éléments de piliers ici dans ce secteur-là. Donc ici, on va pouvoir construire un raisonnement géomorphologique. Donc, pour vous expliquer un petit peu donc, la légende, les piliers sont ici donc marqués en rouge, sont marqués ici en rouge, ce pilier-là doit correspondre à celui-là. Les bases de piliers sont représentées ici en jaune, et des bouts de piliers qui ne sont pas forcément en place sont représentés en orange. Donc on voit ici qu'il y a une profusion d'éléments de piliers encore un petit peu en place et qui ne sont plus en place. Donc à partir de là, on a essayé vraiment de travailler sur ce secteur-là, en travaillant bien entendu à partir d'éléments archéologiques et d'éléments géomorphologiques. Et c'est là que nous avons observé que systématiquement dans le secteur, les hauts de piliers, ils ont été donc où il y a des impacts de coups relativement importants, comme vous le voyez ici, mais exactement ici dans le même secteur, et que vraisemblablement, c'est là qu'on trouve en fait le processus qui a été mis en place par les hommes qui ont participé à la construction, à l'architecture de ce site, a été d'enlever
le haut des piliers, et une fois que ces hauts de piliers ont été enlevés, concassés, donc cassés, eh ben, ces piliers ont été ensuite progressivement démontés, puisqu'on trouve les éléments qui sont donc ici au sol, ou ont été basculés, comme vous voyez donc ici. Donc, l'étude ici interdisciplinaire, avec ces impacts donc d'extraction de matière, des aspects géomorphologiques qui va montrer qu'il y a des correspondances entre ces éléments-là et autres, montre qu'on a eu un démontage des piliers qui correspond vraiment à des actions volontaires de l'homme pour ouvrir des espaces. Donc, en fait, nous avons pu mettre en avant, donc progressivement, par ce travail, qu'il y avait ici, dans le paysage, un ancien pilier, dont on a les traces au plafond et encore des bases ici au sol, et puis des éléments qui ne sont pas en place et dont il est difficile de savoir d'où ils viennent. Et donc, nous avons en fait ici, notamment dans ce secteur-là, grâce, donc, vous rappelez, aux signatures de chacun des blocs des différentes strates que nous avons pu faire précédemment, eh bien, on a pu retrouver que ici, la dalle des 7 est ici, la dalle des 6 est là, la dalle des 8 est là, et donc on a pu comme ça reconstituer un peu la chaîne opératoire pour démonter en fait ces piliers donc au cours du temps. Alors, chose intéressante, c'est que ces piliers, au fur et à mesure que ces piliers sont enlevés, eh bien, vous avez des plafonds qui vont s'effondrer. Ici, vous avez un élément de plafond qu'on trouve encore au sol, mais à cet endroit-là, le morceau de plafond n'existe plus. Donc, ça montre bien que là aussi, les blocs qui sont tombés ont été cassés, évacués, et on verra où ils ont été évacués. Et là, la chose qui était intéressante, c'est qu'on avait un plafond qui est donc postérieur à l'enlèvement des piliers. Sur ce plafond, nous avons ici donc un nid d'abeilles. Ce nid d'abeilles a pu être daté et ce nid d'abeilles est ensuite recouvert par les peintures. Et donc, ça permet de dire que cette peinture qui est ici est donc postérieure donc, à 10 000 ans, qui correspond un peu à l'âge donc, que nous avons pu, qui a pu être fait donc, sur ce nid d'abeilles. Donc, nous sommes ici, en fait, dans un site qui, a priori, apparaissait comme un site naturel particulier du fait donc de son environnement de quartzite. Et bien, ce site, finalement, c'est un site qui a été construit, c'est presque une architecture donc liée donc au travail de l'homme. Le travail, donc ces blocs, bien entendu, ces blocs, vous voyez, qui sont cassés en partie, mais pas tous là, donc ils ont été évacués et effectivement, nous avons ici donc tous ces talus qu'on trouve, tous ces talus déboulis qu'on trouve des deux côtés du site, et correspond ni plus ni moins à l'évacuation des piliers ou des plafonds qui sont tombés. Et là, là aussi, l'approche pétrographique nous a permis, dans l'éboulis, de retrouver les différentes dalles et donc de pouvoir voir d'où ils proviennent dans le site. Donc tout ça est extrêmement important parce que ça nous a permis, de ce fait-là, de pouvoir donc vraiment faire un modèle d'évolution donc du site et donc progressivement, donc les témoins les plus anciens, c'est donc dans un carré de fouilles qui se situe là où on est autour de 50 000 ans, mais dans un espace qui est encore extrêmement restreint, et ça on le voit parce qu'on a les traces au moins des deux piliers. Et puis après, progressivement, nous avons pu, là aussi en croisant avec les éléments donc des fouilles archéologiques ici, et puis les éléments qu'on va retrouver à cet endroit-là, de montrer qu'il y a une première ouverture du site entre 35 000 et 25 000 ans dans ce secteur-là, et ainsi de suite, jusque le paysage, le secteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était donc façonné par l'homme avant 10 000 ans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les panneaux, les grandes fresques, etc., sur ces grands plafonds, finalement, ce sont des choses relativement récentes qui sont pratiquement tous postérieures à 10 000 ans. Donc, l'organisation, donc effectivement, l'ornementation donc des plafonds, ils ont commencé autour de 14 000 ans dans certains secteurs, et puis ont continué jusque donc pratiquement au début du XXe siècle. Donc, tout ce travail de type anthropo-géomorphologique nous permet finalement ici de révéler, en croisant de manière extrêmement ténue
donc les informations archéologiques, les informations pariétales, les datations qui ont pu être faites aussi bien dans les sondages que au plafond, et les éléments géomorphologiques, de dire que le site de Gabarman, finalement, c'est un site qui est complètement construit par l'homme. C'est une architecture, un paysage, en fait, complètement, donc, on pourrait presque dire artificiel, donc anthropique. Donc, bon, tout ça pour dire que, donc, que là, nous sommes ici dans un environnement, en fait, et ça, ce travail donc fait sur les populations anciennes aborigènes montre que ces grands aménagements des sites aujourd'hui rupestres correspondent tous, pratiquement tous, à des sites qui ont été avant aménagés, qui ont été transformés, qui ont été modifiés par les populations précédentes. Et aujourd'hui, finalement, cet art s'inscrit en fait dans des paysages qui ont été créés par les populations antérieures. Donc c'est un peu tout ça que permet en fait d'aborder l'approche de type anthropo-géomorphologique. Voilà, je vous remercie de votre attention et voilà, je suis à peu près dans les temps, donc dans les 45 minutes qu'on m'avait imparti pour présenter donc cette conférence. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que que j'ai pas parlé trop vite en français, mais je suis prêt à répondre à toutes les questions maintenant en espagnol. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Ça a été vraiment intéressant et ce sont surtout des travaux qui, je pense, qui manquent à faire, non, dans plusieurs sites ornés, mais ça a été intéressant surtout que vous avez parlé dans le cas de Navarra, il y avait une première phase d'aménagement les sites et après il y avait de l'art pailletal. Et ça me souvient les cas aussi de la grotte par exemple de Bruniquel. Avec tout d'abord, on n'avait pas de l'art pailletal. On a des modifications de la géomorphologie et après, non, il semble qu'il apparaît des autres choses plus, c'est pas plus complexes ou oui, avec, qui sont aussi des aménagements. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. Alors, je connais Bruniquel que par les photos et les articles. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir rentrer dans cette cavité, mais j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de pouvoir visiter cette grotte extrêmement intéressante. Aujourd'hui, il faut toujours se méfier des généralisations. Donc, les exemples des travaux récents que nous avons faits montrent que les sites archéologiques, je ne parle pas de l'art rupestre pour l'instant, les sites archéologiques, ce sont des sites qui sont extrêmement modifiés, transformés, aménagés par les populations qui les ont fréquentés. Et ça, je pense que c'est vraiment un nouveau regard, parce que jusque-là, on les considérait, alors je dirais pas, tout le monde ne le faisait pas, mais souvent comme des espaces naturels dans lesquels venaient s'inscrire donc les vestiges archéologiques, etc. Donc là, on sent que c'est pas du tout le cas. Dans le cas de Nawala Gabarman, c'est vrai qu'on a commencé à travailler sur ce site, il nous paraissait évident que c'était que peut-être la construction des plafonds, parce qu'on a assez vite vu que c'était un travail qui avait été réalisé par les hommes, on aurait pu imaginer que l'ouverture du site avait été faite pour réaliser des plafonds pour les orner. On aurait pu avoir ce raisonnement-là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on développe des plafonds pour développer de l'ornementation et après d'autres plafonds pour développer de l'ornementation au fur et à mesure qu'on enlève les piliers. Le travail qui a été fait là montre que non, en fait, il y avait de l'ornementation sur les piliers, ça oui,
et l'ornementation qui est extrêmement ancienne, qui n'est pas datée, mais c'est vraiment d'un point de vue par le style, en fait, on sent que là on est vraiment sur de l'art extrêmement ancien, mais que finalement l'art qui aujourd'hui magnifie le site d'Inverlegat-Marmande, c'est-à-dire ces grandes fresques, eh ben, j'allais presque dire, il y a presque une action opportuniste d'utiliser ces plafonds pour faire cet art qui est finalement un art qui est relativement récent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Iñaki, mais je pense que là, c'est vraiment cette approche intégrée, auquel moi je crois beaucoup, à cette approche interdisciplinaire qui aujourd'hui me paraît incontournable pour travailler sur les sites archéologiques, qu'on a ces éléments-là de réponse. Pourquoi on a ces éléments de réponse? Parce qu'on est tous ensemble, les différentes disciplines sont tous ensemble dans le site au même moment. Et du coup, les questions se posent, on discute avec les uns, on discute avec les autres, etc. etc. Ce qui me paraît extrêmement important par rapport à des fois des études, je vais dire plutôt de type pluridisciplinaire. On a une succession de disciplines qui vont venir dans le site, qui vont faire des observations extrêmement intéressantes, extrêmement remarquables, mais qui ne se parlent pas. Qui ne se parlent pas parce que les questions ne sont pas communes. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est d'avoir des questions communes de compréhension du site, aussi bien d'un point de vue archéologique, géomorphologique, pariétal, ou autre paléontologique, si on ouvre encore plus la discussion. Merci beaucoup pour la réponse. Is there, I can see that Dio has come, so if you can say something. Oui, bonjour Jean-Jacques, merci beaucoup pour prendre partie dans notre cycle de conférences. Je t'avais dit, je ne pouvais pas être avec vous, j'avais des cours. Donc, je voulais, comme directeur de l'IFORA, je voulais te remercier sincèrement d'avoir pris partie dans notre webinaire. Donc, voilà, merci beaucoup. Et j'ai commencé l'intervention en vous remerciant de m'avoir invité, parce que je pense que c'est une belle occasion aussi de partager un peu cette démarche avec vous tous. Et c'est moi qui vous remercie. C'est pas... Merci beaucoup. Is there any other question for the speaker? Avez-vous des autres questions pour Jean-Jacques? Yo podría contestar en español también, si Sí, si la tenéis pregunta alguna está otra en español. pregunta. Nous avons des réponses dans les chats. Merci de Véronique de Miomandre. Merci, très clairement présenté, extrêmement intéressante. Très bien, merci beaucoup de Jacques Jobert aussi. Et tu es invité quand tu veux à Bruniquel. Merci beaucoup, Jacques. Ce sera un grand plaisir de partager cette visite avec toi. Et je pense qu'il y avait une main qui se levait, non? J'ai vu tout à l'heure. Ah, non, c'est... Bueno, parece que ha quedado todo muy claro. Si no tenemos más preguntas, nada, volver a agradecer a Jean-Jacques Delannoy su presencia aquí. Ha sido un verdadero honor y realmente un enfoque súper interesante e importante y como he dicho antes, pues conviene comenzar a hacer, ¿no?, en muchos sitios que creemos que están ya estudiados y luego nos sorprendemos cuando aparecen cosas nuevas y
igualmente interesantes como muchas veces el arte rupestre o los vestigios arqueológicos que contienen. La próxima presentación, the next presentation that we are going to have. Excuse me. Iñaki. C'est le tragian. Elle est en colère. Désolé. Bon, the next conference is going to be the 14th of December. No, I don't know. And Diego, help me please if you can. The 14th. The 16 December. The 16th, okay. Yes. Yeah. We are going to enjoy with the conference of Geneviève Pinson. Donc, you are welcome to enjoy with another session in our webinar. So, thank you everybody for coming. And Merci. Merci. Allez, au revoir. Et puis, Au revoir, Jean-Jacques. Merci beaucoup. bonne continuation tout le monde. Et puis à très bientôt pour le prochain webinaire. Bye.